France Inter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment préparer ses vacances d'été par temps de crise, alors que l'impact de la guerre au Moyen-Orient commence à faire sentir ses effets, des centaines de milliers de familles qui doivent revoir leurs plans alors que les grandes vacances se préparent souvent à cette période de l'année. Face à l'augmentation des prix des carburants, que faire ? Reporter ses vacances, les raccourcir, ne pas partir à l'étranger, rester en France, préférer le train ou le bus, ne plus prendre l'avion, avec ces compagnies aériennes qui augmentent leurs tarifs d'office même après avoir réservé, ou qui annulent tout simplement leur vol à la dernière minute, certains créant encore plus d'incertitudes en ces temps incertains. Alors comment partir quand même en vacances sans stress ? Il est encore temps de s'organiser seul, à deux ou en famille. Cette crise internationale, c'est peut-être aussi l'occasion de partir autrement, d'éviter le surtourisme et de privilégier des séjours près de chez soi. Et vous, partirez-vous en vacances cet été ? Qu'allez-vous faire ? Avez-vous les moyens ou non de partir cette année ? Standard et WhatsApp ouverts au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi. Bonjour Sophie Coine. Bonjour Ali, bonjour à tous. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe des hors-séries de 60 millions de consommateurs, actuellement en kiosque, vacances et week-end sans galère. Et en cette journée spéciale années 80, vous portez un chemisier René Derry. Et oui, j'ai cherché dans mes vieux vêtements celui qui représenterait le plus la période. Et n'ayant pas trouvé la broche touche pas à mon pote, je me suis rabattue sur cette magnifique chemise René Derry. Bonjour Linda Lenné. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Vous aviez publié en 2024 aux éditions de l'Aube un très bel essai, Voyage au pays du surtourisme. Merci. Et vous êtes une très bonne analyste, évidemment, du secteur touristique. Bonjour Gavin Clement Ruiz. Bonjour Ali, bonjour à tous. Excellent connaisseur du secteur également, expert en tourisme. Et vous publiez votre nouveau roman aujourd'hui, qu'on aura le plaisir de lire cet été, Le Café des Rêves, chez XO Éditions. Sur le bandeau rouge, on peut y lire un roman gorgé de soleil et d'optimisme. Du soleil et de l'optimisme, je ne sais pas si ce sera le programme de cet été 2026 qui s'annonce meurtrier pour notre pouvoir d'achat. Sophie Coine, la guerre au Moyen-Orient change la donne pour de nombreux Français. Oui, ça a provoqué des changements de plan quasi immédiats. On l'a vu à peine boucler ce hors-série. D'ores et déjà, des voyageurs se sont vus refuser leur vol. On a été alertés par des voyageurs de Volotea qui tout à coup voyaient le tarif de leur vol en Corse, par exemple, exploser alors que l'avion ne passe pas par Dubaï, on est d'accord. Donc beaucoup de vacanciers sont en train de réviser leurs plans et voir comment ils peuvent partir beaucoup moins cher, sans doute en France. Linda Lenné, la question économique va plus que jamais guider nos choix de vacances. Oui, tout à fait. Alors, il y a la préoccupation, bien sûr, économique. L'IFOP le rappelle souvent. Autrefois, la préoccupation première des Français, c'était le chômage, l'accès au travail. Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et avec l'augmentation à la fois du carburant à la pompe et du kérosène, il y a un risque de dérapage des prix. Donc les Français sont très attentifs. Ils regardent de près, bien sûr, à la fois leurs économies et puis les dépenses contraintes. Et ils risquent cet été de faire attention. Mi-mars, un sondage disait que les Français envisageaient de réduire leur budget vacances de 10%. Donc 10%. On fait tout pour partir en vacances, mais on part peut-être moins loin, moins cher, moins longtemps. Gavin Clement Ruiz. Bah oui, on vit la journée des années 80 aujourd'hui sur France Inter. J'ai l'impression de revivre la période de post-Covid. C'est exactement ça. On revit la même chose. On essaye de trouver des solutions pour partir pas trop loin, pas trop cher, pas trop longtemps. En effet, le pouvoir d'achat est diminué. Donc, il y a des solutions quand même. Et il faut bien le dire, restons quand même positifs. Oui, en 2025, l'actualité n'était pas forcément réjouissante. Il y avait tout de même 8 Français sur 10 qui avaient l'intention de partir en vacances entre juin et septembre.
s'échapper de chez soi pour les vacances, c'est clairement pas négociable pour une majorité de Français. Face à cette actualité morose et anxiogène, les Français tentent coûte que coûte de privilégier, de préserver, de sacraliser leur budget vacances, Linda Lenné. Oui, c'est devenu finalement une tendance assez sociétale. Notre rapport au travail et notre rapport aux vacances et aux loisirs a radicalement changé. Si on regarde quelques chiffres, en fait, dans les années 90, 60% des Français considéraient le travail comme très important. Aujourd'hui, c'est 24%. Donc, on a un décrochage de 36 points. Et aujourd'hui, 41% des Français considèrent les loisirs comme très importants. C'est 10 points de plus que leurs parents. Donc, autrement dit, la hiérarchie s'est inversée. Aujourd'hui, le temps des loisirs, des vacances, des week-ends est devenu plus important que le travail. Et maintenant, finalement, ce sont les vacances qui sont devenues également un moyen de s'accomplir. C'est devenu un moyen de se réaliser. C'est la raison aussi pour laquelle les non-partants le vivent souvent comme un déclassement social. Gavin Clement-Ruiz. Oui, en fait, on se rend compte aussi qu'on a eu la baisse du temps de travail avec la fameuse semaine des 35 heures, mais il n'y a pas eu une augmentation de budget, on n'a pas gagné beaucoup plus non plus. Donc c'est vrai qu'avec tout ce temps qu'on avait en plus, il a fallu l'occuper, et c'est vrai que les vacances, ça reste quand même un refuge, c'est un cocon. Linda, vous disiez le refuge, c'est vrai que c'est le moment où on souffle, et c'est aussi un espace sacralisé où il faut pas, on essaye de pas renier. Alors, peut-être qu'on va aller un peu moins au restaurant, peut-être faire un ciné en moins et un livre en moins, et du coup on le voit, hein, dans la culture c'est pas facile en ce moment, et ça reste quand même un espace, un endroit où on peut se réaliser. Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est là, et c'est un moment où on se retrouve en famille aussi, c'est très important, hein. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année où on est tous ensemble. Un chiffre, les Français partent en moyenne un peu plus de 2 semaines l'été, avec, selon l'Observatoire des inégalités, un taux de départ en vacances de seulement 42% pour les personnes aux revenus inférieurs à 1 285 € mensuels. Sophie Coine. Oui, effectivement. Et donc, pour ces personnes-là, c'est très difficile de partir en vacances. Pour les autres, le budget vacances l'année dernière a déjà diminué. On estime ce budget à 1 775 € pour les Français. Il avait diminué de 35 €, soit 5%. Comment ? En allant notamment moins au restaurant, en partant davantage chez des amis et en famille, ce qui est le souhait de vacances le plus élevé chez les Français qui restent sur le territoire. Alors Linda Lenné, cet été en 2026, il va peut-être falloir partir moins loin, laisser la voiture au garage, privilégier le train et le bus. La période estivale s'annonce donc compliquée à cause de l'attentisme persistant des Françaises et des Français. Les ventes de séjours, par exemple, reculent fortement, sans s'effondrer pour autant. D'habitude, les vacances d'été se préparent donc à cette période, en mars-avril, et les agences de voyage commencent à avoir un recul qui devient assez net. Vous avez d'ailleurs un baromètre Orchestra pour votre écho des tourismes qui montre un net recul de ces ventes réalisées en agence de voyage pour un départ dans les semaines ou dans le mois à venir. Oui, tout à fait, Ali. En fait, les ventes de séjours via les agences de voyage ont décroché de 20% au mois de mars et de 13% au mois d'avril. Donc, ce n'est pas un effondrement. Nous ne sommes pas dans la période de la pandémie où là, vraiment, les frontières étaient fermées et par conséquent, l'activité s'était vraiment, vraiment effondrée. Toutefois, c'est un recul significatif qui montre un attentisme. Parce que l'actualité est quand même assez anxiogène et parce qu'il y a des préoccupations par rapport au pouvoir d'achat. Et vous parliez du train. Cette semaine, Jean Castex s'est exprimé justement sur les prévisions. De la SNCF. Exactement, merci de le préciser. Et donc Jean Castex disait que pour l'instant, la SNCF ressent aussi un certain attentisme. C'est-à-dire que l'été se présente bien, mais il n'y a pas de frémissement, il n'y a pas de report massif sur le train. D'abord, on le sait, le train n'est pas toujours le meilleur marché. On le verra tout à l'heure avec le sentiment de consommateur. Vous consacrez un chapitre aux tarifs ferroviaires.
on y reviendra tout à l'heure, c'est assez salé. Gavin Clement-Ruiz. Moi, je trouve ça intéressant ce que dit Linda. C'est vrai que n'oublions pas aussi que si on réserve avec une agence de voyage, on a la possibilité, en effet, on a une sécurité aussi. Si on a réservé, on peut peut-être changer de destination. Peut-être qu'on n'ira pas dans des pays, je sais pas, je dis le Japon, la Thaïlande, etc. Mais on peut peut-être modifier son itinéraire. On va peut-être aller au Mexique, on va peut-être aller au Brésil si on a l'opportunité de le faire. Et c'est une garantie. Il y a des assurances. Donc ça, c'est assez intéressant de le dire aussi. Si vous avez réservé avec votre agence de voyage, ça peut être intéressant. Gaby, ça a raison de le rappeler. C'est vrai que en ce moment, les voyagistes et les agences de voyage sont très solidaires et sont là pour accompagner plus que jamais les consommateurs qui parfois vivent des expériences difficiles quand le vol est annulé, quand le vol est modifié. Si vous réservez tout simplement votre billet vous-même, si vous l'avez réservé en direct, après vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Souvent, il n'y a pas trop de soucis. Il y a quand même des moyens de récupérer sa mise. Mais c'est vrai que si c'est des grosses sommes sur un voyage organisé, ça peut être intéressant d'avoir une garantie. Alors parmi les destinations les plus demandées en agence de voyage en ce moment, il y a l'Espagne. L'Espagne qui reste la valeur refuge, Linda Lenné. Oui, alors parmi les 3 destinations les plus plébiscitées l'été, cette année, comme d'habitude, il y a la France métropolitaine, il y a l'Espagne, il y a la Grèce. Mais c'est vrai que la Tunisie. Mais c'est vrai que cette année, l'Espagne se présente plus que jamais comme la destination refuge. Donc là, les ventes sont en légère croissance. Donc ça veut dire que c'est beaucoup mieux que le marché dans son ensemble. Et il ne faut pas oublier également que beaucoup de Français, en fait, vont en Espagne chaque année. Ils sont 12 à 13 millions. C'est la première destination étrangère, quel que soit le canal de réservation. Et parmi eux, 60% prennent leur voiture. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour partir en Espagne, s'ils viennent du nord de la France ou de la région parisienne, ils vont payer cher, mais sur place, il faut savoir que l'essence est à 1,40€ le litre. Donc certains, je pense à ceux qui habitent par exemple dans la région toulousaine, vont sans doute être intéressés, attirés par la Catalogne et sur place faire le plein à bon prix, faire des activités locales et ensuite refaire le plein pour rentrer en France. Donc, je pense aussi que les Français sont astucieux, ils vont regarder toutes les dépenses, ils vont comparer les coûts en France et le coût à l'étranger. Mais la France, elle aussi, elle se positionne très bien. D'ailleurs, chaque année, parmi les partants, 70% partent en France. Gavin Clement-Ruiz. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Clemente Ruiz. Oui, vous êtes d'origine espagnole. L'Espagne, ça me concerne. Oui, c'est vrai que ça reste une des valeurs sûres. Toutes les villes, il y a l'Italie qui reste encore très chère, c'est vrai, par rapport à notre budget, mais toutes les villes du pourtour méditerranéen sont très, très en forme. Il y a l'Albanie qui cartonne aussi. J'allais le dire. Plus 400%. Plus 400% pour l'Albanie. C'est la Croatie sans les prix. Ouais. C'est un peu ça. Pourquoi l'Albanie connaît un tel succès ? Alors déjà, l'Albanie, c'est un petit pays, grand comme la Bretagne, qui est à la mode en ce moment. Et surtout, il y a énormément plus de capacité aérienne cette année que l'an dernier. Donc, on a vu Transavia qui a ouvert des vols beaucoup plus fréquemment. Transavia, en fait, il y a plusieurs compagnies low cost qui sont positionnées. Et donc, par conséquent, c'est une destination montante qui maintenant fait partie du top 10. Et nous accueillons Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour. Bienvenue. D'où appelez-vous Rémi ? De Poitiers. Alors, quelle est votre réflexion pour cet été ? Vous allez partir en vacances ou pas ? En France, à l'étranger ? Eh bien, pour l'instant, on prévoit de faire du vélo avec ma compagne et mon petit. Donc, plutôt destination France et voir la famille. D'accord. C'est une destination habituelle, la France, chaque été ? Ou alors, c'est un choix par défaut cette année ? Non. L'année dernière, c'était le Jura. Il y a 2 ans, c'était le chemin de Stevenson. Donc, plutôt des destinations françaises. Oui. Pourquoi ce choix de la France, Rémi ? C'est des raisons c'est par goût ? C'est pour des raisons économiques ? Non, c'est plutôt pour des raisons environnementales et puis sans forcément parler de nationalisme, mais plutôt de chauvinisme, c'est-à-dire qu'on a un très beau territoire avec plein de choses à visiter. Et moi, le premier, j'ai encore pas fait le Marais Poitevin qui est juste à côté, donc ce sera une destination à faire. Et on a tellement de choses à voir en France que je pense même que j'aurai pas toute ma vie pour le faire. Gavin Clement-Ruiz. Oui, je rebondis sur ce que dit Rémi. Vous avez fait le chemin de Stevenson. Il y a quelque chose, souvent on se dit... C'est où rappelez ce qu'est le chemin de Stevenson pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc c'est une marche ou peu importe, à vélo, en âne, avec un âne, dans les Cévennes, puis en velay à l'est. Entre autres, Adrienne dans les Cévennes, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Laure Calamy. Souvent on se dit la randonnée c'est chouette, mais il y a les bagages. Je vous conseille la malle postale si vous avez envie. En fait, ils viennent vous chercher. Ça existe encore carrément. Ils viennent chercher vos bagages dans votre lieu de départ. Ils vous les déposent dans votre lieu d'arrivée et hop, vous êtes les mains dans les poches pour juste apprécier le paysage. Pense sur le bec, Antoinette dans les Cévennes. Antoinette, c'est le titre. Oh là là, Adrienne, du film. C'est très années 80 ça aussi. Merci beaucoup Rémi de nous avoir appelés. Alors on parlait d'attentisme dans les agences de voyage. Est-ce que les gîtes, les campings est-ce qu'on assiste au même attentisme? Alors, concernant les gîtes qu'on a interrogés récemment, le taux d'occupation pour l'instant sur l'été, il est en retrait de 4 points par rapport à l'année dernière. Donc là aussi, il y a un attentisme. Au niveau des campings, les campings avaient observé un bon démarrage de saison avant le début du conflit, le 28 février. Et ensuite, il y a eu un ralentissement. Jusqu'aux dernières nouvelles, l'été se présente exactement comme l'année dernière. Donc, c'est stable, l'activité est stable. Par contre, là aussi, on retrouve des préoccupations sur le budget. C'est-à-dire que ce sont les terrains nus sur lesquels on pose la toile de tente ou la caravane qui tirent l'activité. Là, j'ai une adresse Only Camp, si vous avez envie. C'est entre 12 et 17 euros partout en France. 17 euros l'été, c'est pas cher. Terrain nu. C'est quoi Only Camp? Alors, c'est une chaîne de camping. Vous en avez partout en France. Et en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez, alors, c'est un peu plus cher si vous avez la piscine à côté. Ça va être, je crois, autour des 20 euros. Mais entre 12 et 17 euros, je trouve ça vraiment un bon plan par nuit pour poser votre tente. C'est une bonne astuce pour effectivement optimiser le budget. Et là, on voit aussi un espèce de retour aux sources, au camping, à sa genèse, c'est-à-dire qu'on a envie de choses aussi un peu plus simples. Oui, sans toutes les infrastructures, sans le toboggan, sans tout ce qui peut-être dénaturer un peu l'endroit. On revient aussi à l'époque de post-Covid. On retrouve tout d'un coup, on redécouvre que la France est belle. Et oui, la France est belle, c'est quand même la première destination des Français pour les vacances. Donc profitons-en. Il y a tout ce qu'il faut à côté de chez soi. À vélo, c'est super aussi. Moi, j'aime bien aussi cette marque Chemin au pluriel. Si vous avez envie, ils font du vélo électrique avec vélo assistance électrique, le VAE comme on l'appelle. Et donc c'est hyper pratique. Vous avez tout ce qu'il faut pour partir en famille. Vous mettez tout dans la chariote derrière. Si vous n'avez pas la malle postale, mais en effet, et des itinéraires qui sont tout prêts. Vous les chargez sur votre téléphone et comme ça vous allez découvrir des paysages absolument magnifiques du côté de la Drôme. C'est absolument sublime. Comment préparer ses vacances par temps de crise? C'est notre thème ce matin. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'Écho du tourisme. Alors, en cette période de crise, d'attentisme à cause de la guerre au Moyen-Orient, quelles sont vos astuces pour préparer ces vacances à la dernière minute avec un budget rikiki? Alors oui, au sein de l'écotouristique, ce sont des questions qu'on traite très souvent. Alors pour déjà bien préparer l'été, compte tenu du contexte, vous le savez, les offres évoluent beaucoup. Les compagnies aériennes, les voyagistes, les agences de voyage, les campings, les hôteliers, toute la chaîne de valeur est en train de préparer la saison et ajuste les offres. Donc il peut y avoir des promotions intéressantes, il peut y avoir également de la flexibilité. Ce qui est important, je pense, donc c'est de comparer bien sûr, d'être flexible. Si vous décidez de partir en milieu de semaine en train ou en avion, c'est souvent moins cher qu'un départ le week-end, ça c'est un premier point. Et après, souvent l'été, on part en famille, donc on va parler des vacances sur juillet-août. Là aussi, si vous pouvez partir la première semaine des vacances scolaires ou la dernière semaine, c'est bien souvent plus avantageux. J'ai fait le test récemment, j'ai regardé sur un club de vacances en France, la dernière semaine d'août, donc juste avant la rentrée scolaire du mardi 1er septembre, était 20% moins cher que la semaine qui précède. Donc voilà, si on peut être souple au niveau des dates, c'est important. Et après... Est-ce que vous conseillez, par exemple, autour de moi, de plus en plus de personnes utilisent l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, l'IA la plus connue, pour préparer ces vacances d'été, pour dénicher les meilleurs plans. Vous recommandez ou pas Linda Lenné? Alors en tout cas, dans les faits, c'est vrai que les Français utilisent de plus en plus les IA pour
tout préparé. D'après la FEVAD, c'est quoi la FEVAD, qui est la Fédération des entreprises de vente à distance, aujourd'hui, 30% des Français utilisent l'IA quand ils veulent acheter une prestation quelle qu'elle soit. Avec parfois de mauvaises surprises. Avec parfois des hallucinations, puisqu'effectivement, l'IA n'est pas toujours fiable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les Français se servent de l'IA, mais il faut bien sûr apprendre à s'en servir. Et c'est souvent en fait notre nouveau moteur de recherche déguisé. C'est-à-dire qu'on va avoir une réponse de l'IA et ensuite on va demander des liens qui sont fiables pour véritablement avoir l'information à la source. Gavin Skillman-Trees. Vous disiez, Linda, il faut être souple aussi au niveau de la destination. Si vous aviez absolument envie d'aller, je sais pas moi, en Provence, mais que c'est beaucoup moins cher d'aller en montagne ou d'aller, je sais pas, dans le nord de la France, et vraiment il faut peut-être ne pas rester bloqué sur une destination. Et souvent, c'est comme ça qu'on trouve des bons plans pas trop chers dans d'autres cadres. Tout à fait, Gavin. D'ailleurs, partir par exemple en vacances au bord d'un lac, avec des enfants, ça peut être très agréable. C'est nettement moins cher que de partir au bord de la mer. Partir dans le Morvan coûtera moins cher que de partir sur la Côte d'Azur. Donc, si on a des arbitrages forts, on va choisir des destinations moins touristiques. On va partir aussi peut-être un peu moins loin, encore une fois, pour optimiser le budget carburant. Sophie Coine, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du hors-série de 60 millions de consommateurs consacrés aux vacances et week-ends sans galère. Oui, il faut particulièrement se méfier des offres aériennes, notamment des compagnies low cost, qui, au premier abord, semblent vraiment extrêmement économiques et qui, une fois qu'on rajoute un certain nombre de services, à commencer par les bagages quand on voyage en famille, peuvent se révéler très onéreuse sur le moment, et puis très coûteuse si jamais il y a le moindre pépin au cours du voyage. Par exemple, si vous avez utilisé 2 compagnies différentes pour arriver à destination avec une escale et qu'il y a un problème avec une des 2 compagnies et que vous avez pris ça sous forme de package, vous allez avoir énormément de mal à récupérer votre mise. Donc attention au prix très peu cher, faut vraiment comparer tous les services à la fois. Et nous accueillons Justine. Bonjour Justine, bienvenue. Bonjour. D'où appelez-vous Justine ? J'appelle de Tartas, dans les Landes. Alors, beau département touristique, les Landes. Beau département. Qu'est-ce que vous allez faire cet été ? Alors cet été, je vais partir à Minorque, parce que comme je l'ai écrit, aujourd'hui je n'ai plus accès pour partir en vacances dans mon propre département. Ah bon, expliquez-nous. C'est-à-dire que sur un budget équivalent, 900 € de logement sur la côte, Hossegor, Cabreton, Limousin, Vieux-Beaucourt, etc. À rajouter tout ce qui est nourriture et extra. Aujourd'hui, sur la même période de vacances, je peux partir à Minorque pour 1500 € en all inclusive avec mes enfants. Et pour le même prix, ce qui fait la bascule, c'est qu'en Espagne, je suis sûre d'avoir le soleil. C'est quand même dingue, Linda, que Justine, qui habite dans les Landes, ne peut pas partir avec sa famille à Hossegor ou à Cap-Breton, et elle part donc en Espagne. Oui, tout à fait. Justine, en fait, elle reflète une réalité qui est présente pour beaucoup de Français. Vous citiez, Ali, un peu plus tôt la Tunisie. C'est la raison pour laquelle la Tunisie, en fait, elle aussi fait partie des destinations plébiscitées, parce qu'il y a un rapport qualité-prix qui peut être meilleur, souvent dans les offres justement packagées. Je pense que c'est ce qu'a choisi Justine, où vous avez le vol, également l'hébergement et également les repas. Donc ça veut dire qu'au moment du départ, le budget, il est quelque part, il est connu d'avance. Donc c'est assez rassurant. Il peut même y avoir des excursions incluses dans le prix, alors qu'en proximité, mais il y a peut-être des campings justement avec, comme le disait Gavin, des infrastructures très importantes, le toboggan, le restaurant, l'animation. Et pour le coup, le prix global va se rapprocher d'une formule tout inclus dans un pays en proximité, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc. Et Justine, vous étiez habituée à partir dans les Landes les étés précédents ? Ça fait 40 ans que je pars en vacances l'été dans les Landes. D'accord, mais merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Alors Sophie Coine, si on envisage d'optimiser son budget en prenant le train, c'est pas forcément un bon plan. À 60 millions de consommateurs, vous avez constaté des billets pour un même trajet qui allaient de 20 à 120 €.
Oui, effectivement, nous nous sommes penchés pendant un mois sur la tarification dynamique de la SNCF. Alors, expliquez ce qu'est cette tarification dynamique, qui est souvent dynamique à la hausse. La tarification dynamique qui fait évoluer les tarifs des trains en temps réel. En fonction de la demande. Voilà. Plus il y a de place, moins le tarif est cher. Plus le train est demandé, plus la place sera chère. Le problème, donc moi je veux bien qu'on joue avec ce facteur-là. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les places de concert. On l'a entendu pour Céline Dion. Mettons. Le problème avec la SNCF, c'est que elle a réduit le nombre de places disponibles dans les TGV inouïs de 13%, si bien que mécaniquement, avec la tarification dynamique, une diminution du nombre de sièges disponibles, ça veut dire déjà des billets plus chers. Cette tarification dynamique fait que prendre son billet pour un samedi, un dimanche ou un vendredi soir, qui sont des créneaux très demandés, augmente mécaniquement le prix. Et puis la tarification dynamique qui pénalise clairement l'achat impulsif. Si demain je vais aller à Toulouse ou à Bordeaux au dernier moment, je risque de payer assez cher. C'est effectivement le cas et ça pose un autre problème, c'est que pour garder quand même quelques places qui vont être extrêmement chères, donc extrêmement rentables pour la SNCF, eh bien la SNCF rend finalement ses offres, par exemple Avantage Max, moins intéressantes. Toutes les cartes sont moins intéressantes dès lors qu'on est sur des créneaux très demandés, parce qu'on n'arrivera pas tout simplement à avoir les billets promis. C'est le cas notamment avec la carte Avantage Max qui est destinée aux plus jeunes, 16 à 27 ans, ou aux personnes de plus de 60 ans. Si elles veulent partir, notamment le vendredi, ce sera extrêmement difficile de trouver les billets gratuits promis par cette carte Avantage. Linda Lenné. Oui, en fait, pourquoi les prix aussi des trains augmentent ? C'est parce que la demande, elle est forte, et elle est tellement forte que finalement, on voit que aujourd'hui, le trafic TGV, entre 2019 et 2025, il a augmenté de 18%. Donc finalement, la SNCF se dit, je peux continuer d'augmenter les prix, la demande progresse, et sur les TER, toujours sur la même période, 2019-2025, le trafic a augmenté de 40%. Donc là aussi, si on peut donner une astuce, alors malheureusement pour l'été, c'est un peu tard, mais ce qui est important pour le train, c'est de réserver le jour de l'ouverture. Moi, j'avais inscrit dans mon agenda, 11 mars, 6h moins 5, pas 6h. J'étais au taquet pour réserver mes billets de train. Je vois bien Linda au taquet devant son ordi. Et je vous assure que j'ai fait la recherche la semaine dernière pour le même trajet. Eh bien, c'était 25% plus cher. 25% plus cher. Donc, et Sophie Coine, vous estimez que Ouigo n'est pas toujours un bon plan. Voyager en Ouigo, ça reste intéressant à condition de ne pas vouloir prendre un train très demandé. Et vous l'avez constaté, dans 60 millions de consommateurs, Ouigo, c'est pas toujours l'offre la moins chère. Ah, effectivement, il faut vraiment regarder les tarifs de façon très pointilleuse, y compris en allant chercher la concurrence. On parlait tout à l'heure de la compagnie Renfe espagnole ou la compagnie Trenitalia. Toutes les deux, quand on est parisien, peuvent être vraiment intéressantes parce que pour un Paris-Lyon ou un Paris-Marseille, on peut avoir des tarifs bien moins chers que la SNCF avec des services plus intéressants puisque Ouigo, c'est la compagnie low cost de la SNCF. Il y a pas de première classe, les bagages sont payants, vous ne pouvez pas échanger gratuitement votre billet ni l'annuler, alors que sur Trenitalia, par exemple, tout ça c'est possible. Là on parle pour la France, mais c'est vrai qu'il y a un système, un service Interrail, on est dans les années 80 aujourd'hui. Interrail, c'est un système qu'on a connu quand on était ado. Voilà. Mais moi j'ai cru que c'était réservé qu'aux jeunes. Eh bien pas du tout, Ali, mais vous êtes un éternel jeune homme. Mais c'est réservé à tout le monde en fait, c'est ça qui est super. C'est pas très connu, moi je ne savais pas qu'Interrail était... Et pourtant, vous achetez pour aller... était pour tout le monde. Je vais donner une grosse fourchette, 200, 300 euros une carte, ça dépend de la période, ça dépend de l'âge, etc. Mais vous pouvez voyager à volonté partout en Europe, donc ça, dans plusieurs pays d'Europe. Donc ça, c'est super si vous voulez voyager pas trop cher, en ayant un budget assez serré, et surtout fixe. On a compris que le savoir combien ça va nous coûter avant de partir, ça peut aussi rassurer. Donc là, Interrail, c'est vraiment un service qui est utile et qu'on peut aller réserver, que ce soit pour les petits, les jeunes,
jeunes, les étudiants et même les personnes âgées. Ça marche pour tout le monde. Très bon plan, le billet Interrail. Linda Lenné. Très bon plan, Gavin, le billet Interrail. Et j'en profite aussi pour parler d'un autre dispositif qui est encore assez méconnu. Pourtant, il date de 1936, donc de l'année des congés payés. C'est le fameux billet de train congé payé. En fait, à l'époque, c'est le billet congé annuel. Ouais. Exactement, le billet congé annuel qui passe par votre employeur. Et en fait, en 1936, la réduction était de 40% grâce aux négociations qui avaient été menées. Aujourd'hui, la réduction, elle est de 25%, non seulement pour le salarié, mais également pour le conjoint à la conjointe et les enfants. Donc ça peut être aussi une façon d'optimiser ces vacances d'été. Une fois par an, vous avez droit, avec ce congé annuel, à un billet aller-retour à moins 25% si le trajet fait au moins 200 km. Sophie Coine, vous avez d'autres astuces pour voyager moins cher en train ? C'est peut-être surveiller les prix sur le site et l'appli SNCF Connect, se mettre des alertes. Voilà, ça c'est une... Et puis évidemment, je rejoins Linda sur l'idée de se mettre des alertes pour prendre son billet à la première heure dès que les billets sont ouverts. On peut les prendre et puis décider après de les échanger. On aura quand même un tarif intéressant. Et nous accueillons Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. D'où appelez-vous Cécile ? Alors j'appelle d'Allemagne, près de Karlsruhe. Très bien. Il n'y a pas une cour constitutionnelle par là-bas ? Si, non, c'est dans mes souvenirs des études de droit, c'est la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Bon, bref, petite parenthèse. Cécile, vous pratiquez l'échange de maisons, c'est ça ? C'est ça, oui, depuis plusieurs années, avec une plateforme. Nous avions commencé quand les enfants étaient petits, et puis nous avons changé de plateforme pour une un peu plus internationale et plus grosse, depuis que nous sommes redevenus propriétaires. Et c'est vraiment un choix qui nous convient. Nous sortons un peu des sentiers battus, des grandes destinations touristiques, et ça nous permet une ouverture, en fait, culturelle, locale. Comment ça se passe concrètement, cet échange de maisons ? Expliquez-nous un petit peu. Il faut faire des demandes. D'abord, il faut s'inscrire sur la plateforme. Ça, c'est payant souvent. Oui, c'est entre 130 et 160 euros par an. Voilà, donc c'est un prix à l'année raisonnable pour un nombre infini d'échanges si on le souhaite. Et ensuite, et puis après, comment ça se passe ? De contacter les personnes pour voir si elles sont disponibles en fonction de leur calendrier. Et on se met d'accord, soit par téléphone, soit en visioconférence, soit seulement par écrit. On se met en confiance, on va dire, c'est important. Sophie Coine, vous consacrez un chapitre dans votre hors-série à cet échange de maisons ? Oui, alors l'échange de maisons, c'est un excellent moyen de diminuer drastiquement le budget de ses vacances. Plusieurs plateformes existent, elles offrent pas toutes le même service. La plus importante, Home Exchange, il y a 200 000 personnes dans 155 pays, donc vous voyez l'ouverture vers l'international. Mais People Like Us, par exemple, qui est beaucoup plus petite, permet des échanges un petit peu différents. Alors comment ça se passe ? Vous pouvez échanger simultanément avec un Américain, par exemple, de manière la même semaine, vos appartements. Mais vous pouvez aussi, avec Home Exchange, échanger, vous gagnez des points à chaque fois que vous échangez votre maison, et vous les utilisez de façon déconnectée temporellement. Il y a aussi, si vous avez des animaux, si vous souhaitez faire garder vos animaux, vous pouvez prêter votre maison à quelqu'un qui vient garder votre animal. Il y a plein de sites, notamment aux États-Unis, à Trusted House Sitter, je crois. Et en fait, comme ça, vous avez quelqu'un qui vient chez vous gratuitement et vous pouvez du coup bénéficier de la maison et vous occuper du petit chien ou du petit chat. Alors, le frein qu'il peut y avoir avant de passer sur l'échange de maisons, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de prêter ma maison à de parfaits inconnus ? C'est la grande question. Mais c'est pareil pour les Airbnb et les meublés oui, de alors, ce type-là. Qui dit échange dit en général, on retire ces objets précieux, on dégage aussi une penderie pour les personnes qui vont venir, et on prévient aussi l'assureur qui, chose intéressante, peut être intéressé par le fait que votre maison ne sera pas vide tout l'été.
Linda Lenné ? Oui, alors Home Exchange, j'en profite, Cocorico, c'est une plateforme française et qui incarne le retour de l'économie collaborative. Vous vous souvenez, il y a maintenant longtemps, Airbnb est arrivé sur le marché et à l'origine, on était un peu dans l'esprit de l'économie collaborative. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est quand même devenu beaucoup plus marchand. Home Exchange, effectivement, c'est de l'économie collaborative. On peut partir fréquemment à moindre coût. Et on parlait d'attentisme un peu plus tôt, mais le cofondateur de la plateforme, Charles-Édouard Gérard, dit que cette année, il est en croissance de 40 à 50%. Donc, la tendance, elle se développe. Merci beaucoup Cécile de nous avoir rappelé. Julie nous écrit, ça fait des années qu'on part uniquement dans la famille ou chez des amis. Cet été, ce sera encore ça, famille une semaine et on accueille des amis une autre semaine. Pas de resto, pas de loisirs payants, pas le choix. Et c'est vrai que sans surprise, l'hébergement chez les amis et la famille, ça reste très ancré dans nos habitudes de vacances. Linda Lenné, c'est la catégorie d'hébergement la plus plébiscitée chez les Français qui séjournent en France l'été, selon une enquête réalisée par Opinionway en 2023, et c'est ex-aequo avec la location. Oui, effectivement, l'hébergement non marchand, on en parle un peu moins, c'est moins sous le radar parce que justement c'est non marchand, mais les Français apprécient de partir chez les amis dans la famille, déjà pour le plaisir, et puis également pour joindre l'utile à l'agréable. Et cette année, là justement, toujours mi-mars, un sondage disait que les hébergements non marchands, en fait, seraient plébiscités à 30%. Contre 20% normalement. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement encore plus fort cette année pour ce type de solution. C'est également parce que justement on sait que c'est un été qui se jouera en partie en dernière minute. C'est plus facile au dernier moment de partir chez des amis ou dans la famille que de réserver des vacances. Gavin Clement-Ruiz, vous m'accueillez cet été? J'allais dire exactement l'inverse. Ali, on est amis ou pas? Oui. Écoutez, on va s'arranger. Sophie aussi, Linda, on va s'arranger pour cet été. Il ne faut pas s'engueuler avec sa famille non plus. Il faut avoir des super amis. Allez, on se retrouve dans un instant avec quelques idées de destination pas trop chères. Ce sera juste après avoir écouté Holly Cook, We Share Love, 10h46 à l'écoute de France Inter. Holly Cook, interprété We Share Love.
Grand bien vous fasse. Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare. Ali Rébéi. Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse. Sur France Inter. Comment préparer ses vacances par temps de crise ? C'est notre thème ce matin. Alors Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'Écho du tourisme, mais vous avez également publié aux éditions de l'Aube Voyage au pays du surtourisme. Et c'est vrai que si on profitait de cette nouvelle donne internationale et économique pour fuir le surtourisme, pour repenser ses vacances, rappelons que selon l'ONU, 95% des touristes visitent moins de 5% des terres émergées de la planète. Alors dans le Petit Larousse illustré de 2027, le surtourisme, c'est la concentration excessive de touristes dans un lieu et ou sur un temps donné, avec un impact négatif tant sur les habitants, l'environnement et le patrimoine. Alors oui, alors vous rappeliez un chiffre clé, 95% des flux sur 5% du territoire. Ce qui est intéressant, c'est d'inverser la vapeur et de dire que finalement, 95% des territoires reçoivent 5% des flux. Donc on parle beaucoup de surtourisme et à raison, parce que c'est important de veiller à une meilleure répartition des flux dans le temps et dans l'espace. Toutefois, la norme, aujourd'hui encore, c'est le sous-tourisme. Et beaucoup de destinations, justement, capitalisent là-dessus. Je pense notamment aux pays nordique, à la Suède, qui évoque la coolcation. Alors c'est quoi la coolcation ? C'est la tendance des vacances à la fraîche, mais finalement, dans ce terme qui réunit cool et vacation, il y a aussi la notion de destination cool parce qu'il y a moins de monde. Et un nombre croissant de personnes vont l'été fuir finalement les hordes de touristes qui veulent prendre un selfie, les hordes de touristes... On pense à Etretat par exemple. Ceux également qui au Mont-Saint-Michel, effectivement, sont très nombreux dans la journée. Savoir, même au mois d'août, au Mont-Saint-Michel, si vous êtes très tôt le matin ou très tard le soir, il y a beaucoup moins de monde. Mais donc voilà, il y a aussi des gens qui vont préférer aller à la montagne, aller dans des territoires peu touristiques. Le Cantal, par exemple. Le Cantal. L'Ariège. De manière à s'oxygéner par l'espace et moins de monde. Gavin, j'ai ce qu'il vous faut. En termes de coolcation, il faut aller dans la Meuse. Il y a du land art, ça s'appelle le vent des forêts. C'est absolument magnifique. En fait, c'est sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Donc les forêts, c'est super l'été, parce qu'il fait beau, il fait chaud, et là, ça nous rafraîchit un peu plus. Et en fait, ce sont des œuvres d'art qui sont disséminées à travers toute la forêt. Vous vous promenez et vous allez les découvrir par hasard. C'est souvent des œuvres qui sont intégrées dans le paysage. C'est absolument génial. Et vous pouvez dormir sur place. Il y a même Nathalie Crassé, je sais pas, c'est une designeuse assez connue qu'on a vue dans plein de galeries, etc. Et en fait, elle a créé des maisons sylvestres. Et en fait, c'est des petites maisons en bois. Vous pouvez les louer. C'est pas très cher. Alors bon, là, après l'émission, ça va être un peu plus cher. Ça va être peut-être pris d'assaut. Mais c'est vrai que c'est super parce que la Meuse, c'est pas la destination première. Et pourtant, c'est un vrai pas de côté qu'il faut faire. Rappelez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le vent des forêts. C'est une forêt, tout simplement, dans la Meuse. Et nous accueillons Yvan Arnold Tegui. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes doctorant en tourisme durable et en finances publiques à l'université de Perpignan et vous venez de publier dans l'excellent site The Conversation, que je vous recommande vivement, un article intitulé « Les touristes courent vers la campagne et boudent les villes depuis la pandémie de Covid-19 ». Yvan Arnold Tegui, le Covid a vraiment reconfiguré le tourisme français au profit des territoires ruraux qui comptent une progression de nuitées dans les campings et les hôtels qui ne cesse d'augmenter. Effectivement, la reconfiguration est très nette dans les données. On a pu observer, quand on a analysé les flux touristiques en France, que les zones rurales ont gagné environ entre 8 millions de nuitées pour l'hôtellerie et 19 millions pour les locations de particulier à particulier. Et donc, au plus fort de la crise, effectivement, tous les territoires ont souffert. Mais on peut par exemple mettre en avant un territoire comme la Lozère qui n'a perdu que 17% de sa fréquentation en 2020. Quels sont les territoires ruraux qui connaissent la plus forte progression ? Vous avez dit la Lozère, il y en a d'autres en France ? Oui, en 2024, quand on a fait la projection, on observe que les territoires qui surperforment le plus, effectivement, sont des territoires ruraux. On a la Creuse, par exemple, qui dépasse de 54% son niveau attendu en 2020.
le Lot-et-Garonne qui a plus de 33% et la Lozère qui a plus de 31%. Et à l'inverse, les territoires d'Île-de-France ferment la marche et ont encore des difficultés, notamment en hôtellerie, avec Paris qui est toujours à 95% de son niveau. Yvan Arnold de Tegui, au-delà des raisons économiques, comment vous expliquez, au fond, cet intérêt croissant des Français pour ces vacances rurales ? Je dirais qu'on peut mettre en avant 3 facteurs. Donc, le premier, ce serait la fragilité des grandes villes, parce que les métropoles dépendaient énormément du tourisme d'affaires et de la clientèle internationale, alors que l'essor du télétravail et les outils de visioconférence ont durablement réduit les déplacements professionnels. Ensuite, on a un second facteur qui tient lieu du changement des préférences. Alors là, déjà bien avant la Covid-19, le WTTC, qui est le Conseil mondial du tourisme et du voyage, prévoyait déjà un changement de tendance des comportements des touristes, notamment vis-à-vis d'un éveil de conscience environnementale. Donc cet élément-là, conjugué avec l'effet de la Covid qui est arrivé juste après, font que les Français ont redécouvert les territoires ruraux proches de chez eux, notamment si on se rappelle avec la règle des 100 km lors du déconfinement. Et donc, du coup, ils ont découvert ces territoires-là, ils y retournent de plus en plus depuis ces derniers temps-là. Donc, ils cherchent plutôt la nature, l'espace, la faible densité, etc., etc. Et malheureusement, pour fermer la marche, si on revient dans un contexte quelque peu économique, il faut aussi mettre en avant le fait que les indices de prix des transports ont évolué de 18% entre 2019 et 2024. Sophie Coine. Donc, ça pèse quand même dans le budget des voyageurs, quoi. Oui, le choix de la campagne est un merveilleux choix si on veut faire des économies. D'ores et déjà, le train, les intercités sont moins chers qu'un TGV. Et puis, au niveau des campings, il faut penser aux campings municipaux ou aux campings même à la ferme. On peut aller planter sa tente même chez l'habitant. Et là, pour quelques euros par nuit, 20 euros par nuit, vous allez avoir un camping sauvage pour vous et vos enfants et un budget très, très restreint. Donc, ce sont vraiment des solutions extrêmement économiques qui permettent de découvrir la campagne avec les habitants eux-mêmes. Merci beaucoup Yvan Arnold de Tegui. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'université de Perpignan et nous accueillons Chloé. Bonjour Chloé. Oui, bonjour Ali. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors qu'allez-vous faire cet été ? Alors nous, on est une famille de 4, on a 2 petites filles de 5 ans et 7 ans et on part en Roumanie en train. Ah, super. Avec le billet Interrail ou Non, pas du tout, parce qu'en fait, le billet Interrail n'était pas assez intéressant. Financièrement, nous, on a fait ce qu'a conseillé votre invité, à savoir, on a mis notre réveil très tôt, le 11 mars, pour réserver nos billets. Et en fait, pour des raisons écologiques aussi, on voulait pas prendre l'avion et on a transformé un peu le voyage en une aventure avec nos enfants, parce qu'on va s'arrêter à Vienne et à Budapest pour découvrir d'autres choses et puis surtout dormir dans le train. Elles sont très excitées. Et on économise une nuit quand on dort en train de nuit. Ça, c'est pas mal aussi. Oui, c'est très intéressant, effectivement, comme vous le dites, finalement le voyage, il commence sur le quai de gare. Après, il se poursuit dans le train. On entend les voix, les langues qui évoluent au fur et à mesure qu'on traverse des pays. Et typiquement, vous parlez de l'Albanie, j'ai fait l'expérience, vous pouvez aller en Albanie en train et en ferry de nuit. Donc là, ça prend 48 heures, mais c'est une aventure en elle-même. Bon voyage et bonne aventure, Chloé, cet été. Gavin Clement-Ruiz, pour terminer, on va pouvoir emporter dans ses bagages votre nouveau roman. Ça s'appelle Le Café des Rêves. C'est publié chez XO Éditions. Pour moi, c'est idéal pour les vacances. J'ai commencé à le lire. C'est l'histoire. Vous voyez là, vous cochiez des pages, tout ça. Je sais pas, je sentais. C'est l'histoire d'Inès Beaumont, la trentaine, qui habite Berlin. Elle fait un burn-out et elle trouve refuge dans le sud de l'Espagne, chez sa grand-mère Pilar, qu'elle revoit après des années. Là-bas, elle fréquente le Café Son Nom et elle y rencontre une galerie de personnages très attachants. Alors, dans ce coin d'Espagne, cher à votre cœur, Inès va découvrir la puissance de l'amitié authentique, une autre façon de vivre. Et l'amour, évidemment. Ouais, l'amour. Et des femmes, je les ai appelées mes sacrées sorcières. C'est des femmes, c'est les copines de sa grand-mère qui sont des femmes truculentes, qui n'ont pas froid aux yeux, qui racontent toute leur vie, amoureuse ou pas, et donc tout ce qui leur passe par la tête. Et donc, tout d'un coup, elle va se dire, tiens, ça fait du bien de souffler, de décompresser. Elle était devant son ordinateur toute la journée. Là, elle va se retrouver, elle va dessiner dans ce café. Elle va retrouver pas que dessiner. Elle va pas faire que dessiner, en effet. Mais alors, surtout, elle va rencontrer des gens. Et en fait, moi, j'aime les gens. Ça se sent.
Hein. Ah ouais, merci. C'est vrai que le Café des Rêves, c'est ça, c'est des rencontres. Le café, c'est super quand même. Ça reste un endroit assez idéal pour faire des connaissances. Et les cafés en Espagne, c'est quand même un beau moment. Hein. C'est là où on arrive le matin et en fait, il y a tout le monde, toute la famille. On y reste toute la journée. Ah ouais, on y resterait toute la journée, ça fait du bien. Et vous vous souvenez, on avait fait des voyages immobiles. Et ben là, je crois que c'est un voyage immobile. Il y a combien ? 20,90 €. C'est pas cher. Le Café des Rêves, si vous avez envie de partir pas trop loin, de façon écolo, en Espagne quand même. Merci Gavin Clemens-Fries. Le Café des Rêves, c'est chez XO Édition. Merci Sophie Kwan. Le hors-série de 60 millions de consommateurs, c'est disponible en kiosque. Merci Linda Lenné. L'éco-tourisme, c'est sur Internet ? L'éco-touristique, alors c'est effectivement sur Internet et c'est également un magazine. L'éco-touristique, une émission à partager sur l'appli Radio France. Demain, le plaisir de lire René Goscinny, le génial co-créateur d'Is No Good, d'Astérix, du Petit Nicolas ou encore de Lucky Luke. Et à suivre, vous retrouvez évidemment Nagui, Leila Kadour Boudadi et leur bande originale.